one small step for man, one giant leap for mankind. Pripyat, 26 avril 1986, 1h23 du matin. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose suite à un test de l'alimentation électrique de secours. Le cœur du réacteur est éventré et laisse échapper un nuage radioactif qui s'étend autour de la centrale sur plusieurs kilomètres. Les habitants de Pripyat, petite ville située à 3 km de Tchernobyl, ne sont pas immédiatement informés sur la gravité de la situation. Ils vivront une journée comme les autres, envoyant leurs enfants à l'école, les emmenant jouer au square. Ils ne seront évacués que 30 heures après l'accident. L'évacuation débute le 27 avril à 14 h et les 46 500 habitants de Pripyat sont les premiers concernés. Ils n'ont été informés que quelques heures auparavant par la radio locale qui leur demandait de n'emporter que le strict minimum et leur promettait qu'ils seraient de retour sous 2 à 3 jours. Après l'explosion du réacteur, des pompiers volontaires sont envoyés afin d'éteindre l'incendie. La plupart seront gravement irradiés et mourront dans les heures suivantes. Une grande partie de la population sera contaminée et le même sort leur sera réservé. Aujourd'hui, la catastrophe de Tchernobyl est encore la cause de beaucoup de souffrances, aussi bien pour les maladies que pour l'environnement. N'oublions pas les personnes qui ont sacrifié leur vie pour préserver la nôtre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on est parti ce matin de Kiev, donc qui est la capitale de l'Ukraine, et on se retrouve à Tchernobyl. Donc Tchernobyl, là où s'est passée la plus grosse catastrophe nucléaire du monde. Donc pendant cette vidéo je vais vous expliquer le pourquoi du comment, ce qui s'est passé réellement, et je vais essayer de vous faire les plus belles images possibles. Donc ici en fait on se retrouve à un checkpoint. Il y en a deux avant Tchernobyl, un à 30 km et un à 10 km. C'est ce qui délimite la zone d'exclusion. La zone d'exclusion en fait elle s'étend de l'Ukraine à la Biélorussie sur un périmètre de 2600 km². Donc comme vous avez pu le constater, à cause du brouillard, on n'a pas pu voir le nouveau sarcophage qui recouvre le réacteur numéro 4. Donc ce sarcophage a coûté plus de 2 milliards d'euros et a été fini d'être construit en 2017. Il a été conçu pour durer un siècle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des images d'archives pour vous représenter l'ampleur de ce sarcophage.
Donc nous sommes maintenant arrivés dans la ville de Pripyat, donc c'est la ville qui se trouve à 2 km de la centrale nucléaire. Donc cette ville accueillait 47 500 personnes, donc c'est la plus grosse ville abandonnée du monde. Cette ville accueillait essentiellement les ouvriers qui travaillaient à la centrale, ainsi que les familles des ouvriers, les policiers et les pompiers. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes passés dans une boutique de piano et de télévision. Donc tout est resté intact, vraiment tout est resté intact. On est entré dans un supermarché tout à l'heure, il y avait les caddies, il y avait encore un peu de nourriture. Et comme vous pouvez le voir partout, la nature a repris ses droits. Les arbres ont poussé sur le béton, dans les bâtiments, et ils sont vraiment partout. Donc là, on a eu l'incroyable chance de pouvoir monter dans un immeuble abandonné. Enfin, de toute façon, tous les immeubles ici sont abandonnés. Parce que normalement, on n'a pas le droit d'entrer dans les bâtiments, pas pour les risques de radiation et tout, mais c'est pour les risques d'effondrement surtout. Parce que, étant donné que ça fait 33 ans que tout ceci est abandonné, c'est des précautions qu'on doit suivre. Mais là, on a eu la chance de pouvoir monter dans un de ces bâtiments. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a que des arbres. Avant c'était une place où il n'y avait aucun arbre.
Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point la nature a repris ses droits et a poussé partout. Donc je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc le principe en fait est simple, c'est de faire descendre des barres d'uranium dans de l'eau. L'eau s'évapore et fait tourner des turbines, ce qui crée de l'électricité. Donc l'électricité servait à Pripyat et aux autres villes aux alentours de Tchernobyl d'alimenter 2 millions de foyers. À côté de ces barres d'uranium, il y a des barres de graphite qui servent à réguler la température de la centrale. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement à Tchernobyl ? En fait, 3 ingénieurs, contre leur volonté, ont décidé de descendre la puissance des barres d'uranium. Ils l'ont descendu tellement bas que la centrale s'est arrêtée. Donc en fait, après, ils ont redémarré la centrale en enlevant les barres de graphite et cela a créé une surchauffe de l'uranium. Quand ils ont voulu redescendre les barres de graphite, ça a augmenté de 100 fois la pression dans le réacteur numéro 4 et c'est ce qui a provoqué l'explosion. Le capuchon qui recouvrait les barres d'uranium, avec la violence de l'explosion, a été projeté à une trentaine de mètres dans les airs et est retombé sur le réacteur numéro 4 et c'est ce qui l'a éventré. Et à cause de ça, le nuage radioactif s'est étendu partout dans les airs. Donc nous nous retrouvons maintenant dans l'endroit le plus emblématique de Pripyat, c'est le parc d'attractions. Donc ce parc d'attractions n'a jamais été utilisé, il n'a jamais été ouvert. Il devait être ouvert le 1er mai 1986 et la catastrophe a eu lieu le 26 avril 1986. Pour faire un petit point historique, Gorbatchev, donc qui était le leader de l'URSS en 1986, a dit en 2006 que la catastrophe de Tchernobyl était la véritable raison de l'effondrement de l'URSS, à cause des différents mensonges et des multiples mensonges qui a été dit par le gouvernement pour cacher cette catastrophe. Car pour eux, ils ne voulaient pas dire que la catastrophe de Tchernobyl était une erreur humaine. Ils ont dit que c'était une erreur des machines, de la centrale en elle-même, une erreur technologique.
Donc au début de la visite, on nous a donné ceci. Donc c'est un compteur Gégère, donc qui permet de mesurer le taux de radioactivité dans l'air en microsieverts, donc c'est l'unité de mesure. Donc la norme à respecter, c'est 0,3 microsieverts. Au-dessus, c'est dangereux. Donc là, on est à 0,6. Donc par exemple, si on s'approche des objets métalliques, comme par exemple cet escalier qui est recouvert de mousse, on s'aperçoit que le taux de radioactivité augmente très vite. Donc c'est pour ça qu'on va pas rester ici très longtemps, mais vous voyez, ça monte à plus de 2. Et donc là, vu que ça sonne, ça veut dire que c'est pas très bon. Donc la structure que vous voyez derrière moi est un radar satellite appartenant à l'URSS pendant l'Union soviétique. Alors en fait, il est appelé Dugawan. Il mesure 500 mètres de long et 150 mètres de haut. Donc en fait, il servait à... C'était un récepteur. Il y avait un émetteur à 30 km de cette structure et ça servait à capter si les Américains faisaient des frappes de missiles. En 1 minute, ils pouvaient intercepter cette information pour pouvoir prévenir Moscou par la suite. Donc il est appelé aussi le pivert russe parce qu'en 86, quand les gens regardaient la télé ou écoutaient la radio, ils entendaient des petits tapotements et en fait, ça provenait de cette structure. Malheureusement, à cause du brouillard, on ne pouvait pas voir entièrement la structure, comme le réacteur 4 tout à l'heure. Donc je vais vous mettre des images d'archives pour que vous représentiez bien l'ampleur de ce que les Russes ont réussi à faire pour la centrale et pour le Dugawan. Donc on ne connaît pas exactement le nombre de morts qu'il y a eu durant cette catastrophe. Derrière moi, vous pouvez voir une allée de pancartes où est écrit le nom de chaque ville où des personnes ont été évacuées en Ukraine et dans les pays aux alentours. Donc le nombre de morts, on l'estime entre 4000 et 93 000, sauf que le nombre officiel n'est pas inchangé depuis 1987 et il a été reconnu par l'Union soviétique qu'il était porté au nombre de 31. Des hommes de l'ombre, qu'ils soient militaires ou civils, sont intervenus après la catastrophe afin de sécuriser les lieux de différentes manières. Ce sont les liquidateurs. Le nombre total d'individus en provenance de toute l'URSS qui se sont relayés sur le site entre 1986 et 1992 est estimé entre 500 000 et 800 000. Sous le cœur du réacteur 4 en fusion se trouvait une dalle de béton qui menaçait de fondre. Environ un mois après la catastrophe, 400 mineurs du pays sont appelés afin de construire un tunnel de 167 mètres de long sous le réacteur afin d'envoyer un serpentin de refroidissement à l'azote pour refroidir la dalle de béton. Les conditions de travail étaient très difficiles. Les mineurs devaient travailler nus à certains endroits car la température avoisinait les 50 degrés. De plus, ils ne pouvaient pas ventiler le tunnel à cause des particules radioactives. Le circuit de refroidissement ne fut jamais installé et finalement remplacé par du béton pour ralentir et arrêter la descente du cœur fondu. À la suite de l'explosion, beaucoup de débris de graphite radioactif se sont retrouvés sur le toit. Il fallait absolument les retirer au risque de contaminer tous les travailleurs pour les années à venir. Par précaution, des robots étaient envoyés en première ligne afin de pousser ces déchets radioactifs
mais ils ne résistèrent pas aux radiations et tombèrent en panne à cause des émissions de radioactivité qui détruisaient leurs composants électriques. La dernière solution pour retirer ces déchets radioactifs du toit étaient les hommes. Ces intervenants ne disposaient ni d'informations sur les risques encourus, ni de protection efficace. Ils bricolèrent tout au plus des sortes d'armures avec des matériaux récupérés et des plaques de plomb qu'on leur avait fournies. D'autres liquidateurs furent employés pour effectuer d'autres tâches. Des hélicoptères devaient survoler la centrale en lâchant plusieurs tonnes de sable et de bore pour créer un premier sarcophage. Certains devaient passer des produits toxiques sur toute la végétation et d'autres devaient tuer tous les animaux domestiques pour ne pas véhiculer les maladies. Malgré ces missions suicides et grâce au courage et la volonté de tous ces hommes, le pire a pu être évité et des milliers de vies ont été sauvées. Donc les amis, c'en est fini pour cette vidéo. C'était une expérience incroyable, riche en émotions, avec un sentiment d'enthousiasme et d'angoisse à la fois. Enfin, c'était assez bizarre quand même, mais c'est vraiment quelque chose à vivre. On n'a pas pu faire tous les plans qu'on voulait à cause du temps avec le brouillard, mais j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Je voulais remercier mon caméraman et les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo pour les musiques et pour le montage. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.